Bonjour, 10e cours de culture scientifique, troisième partie, toujours une histoire de la révolution quantique au début du XXe siècle. Qu'est-ce que la réalité? Aujourd'hui, la lumière, onde et ou corpuscule. Donc la preuve de l'existence des quantas de lumière est arrivée en 1922, ça s'appelle l'effet Compton. Donc c'était prédit par Albert Einstein en 1905, que la lumière se comporte comme des corpuscules, ce qu'on appelle des photons aujourd'hui. Donc la diffusion de l'effet Compton, article publié en 1923, une théorie quantique de la diffusion des rayons X par des éléments légers. Prix Nobel de 1927, Arthur Compton. Donc la diffusion de l'effet Compton, c'est la diffusion d'un rayonnement par des particules chargées. Donc là, on voit le rayonnement, les photons X arrivent, il y a un atome avec ses électrons, donc un rayonnement électromagnétique de fréquence nue rencontre des électrons de masse petit m. Le photon X affaibli par le choc contre l'électron arraché, il y a un détecteur 1, un détecteur 2. Donc l'hypothèse, c'est la collision d'une particule de lumière, le photon, sur une particule chargée. Donc la particule chargée, c'est l'électron, il est au repos et de masse petit m avant la collision. La particule de lumière photon incidente de fréquence nue de quantité de mouvement h nu sur c. Après la collision, on voit un angle de diffusion pour le photon. Et l'électron, eh bien, il a aussi un angle de diffusion et la particule chargée part avec une quantité de mouvement mv. La particule de lumière photon diffusée de fréquence nu' et de quantité de mouvement h nu' sur c. La particule chargée électron éjectée de quantité de mouvement mv. Donc la fréquence du rayonnement diffusé nu' dépend de l'angle de diffusion. Cette relation empirique est celle que l'on obtient par le calcul relativiste en considérant la collision entre une particule en mouvement d'énergie h nu et de quantité de mouvement h nu sur c, le photon, et une particule au repos de masse petit m, l'électron. Dans l'effet Compton, tout se passe comme si le rayonnement était constitué de particules de lumière. Il y a conservation de la quantité de mouvement, confirmation des quantas de lumière d'Einstein. Mais il faudrait mesurer la quantité de mouvement de l'électron éjecté. La dualité onde-corpuscule maintenant en 1924 avec le français, le seul français que l'on voit apparaître dans cette physique quantique à ce niveau-là. Donc Louis de Broglie, comme l'a dit Albert Einstein, il a soulevé un coin du grand voile, Nobel 1929. Donc l'idée géniale de Broglie en 1924, donc il a écrit un livre, La physique nouvelle et les quantas. Donc dans cet article, Recherche sur la théorie des quantas, donc ma pensée, nourrie par d'innombrables lectures, s'étendant aux problèmes les plus divers, revenait sans cesse vers le grave problème du double aspect granulaire et ondulatoire de la lumière qu'Einstein avait posé. Près de 20 ans auparavant dans la géniale théorie des quantas de lumière. Après avoir longuement réfléchi dans la solitude de la méditation, j'ai eu tout à coup, pendant l'année 1923, l'idée qu'il fallait généraliser la découverte faite par Einstein en 1905 en l'étendant à toutes les particules matérielles et notamment aux électrons. Je découvris alors les relations généralisant celles de la théorie des quantas de lumière qui permet d'établir entre toute particule matérielle et l'onde que je lui associais un lien analogue à celui qu'Einstein avait établi, analogue à celui qu'Einstein avait établi entre l'onde électromagnétique et ce que nous appelons maintenant le photon. Donc voilà, l'article, l'idée géniale de 1924. Puisque les ondes électromagnétiques peuvent être considérées comme des corpuscules qui interagissent avec la matière, réciproquement, Louis de Broglie propose d'associer à toute particule de matière une onde dont la longueur d'onde est lambda égale h sur mv. La particule est donc associée à un groupe, ce qu'on appelle le paquet d'ondes, dont le maximum se déplace à la vitesse de la particule. Maintenant, nous allons voir une première phase. Il y aura 3 phases du dialogue entre Bohr et Einstein. Première phase en 1924. Donc ils ont, lors d'une rencontre, il y a une controverse sur la nature corpusculaire de la lumière. On est au cœur du problème, onde et ou corpuscule. Donc Bohr, Kramers et Slater, des collaborateurs de Niels Bohr, pensent que l'hypothèse de l'interaction entre le rayonnement et les électrons dans l'effet Compton ne conserve pas la quantité de mouvement. L'hypothèse de l'interaction ne conserve pas la quantité de mouvement est fausse, et réfutait ainsi l'interprétation corpusculaire d'Einstein. En mesurant l'impulsion des électrons diffusés lors de l'effet Compton, Boss et Geiger, les compteurs Geiger, confirment que le rayonnement incident se comporte comme un flux de particules et c'est Einstein qui a raison. Donc Heisenberg, le grand Werner Heisenberg avec le grand Erwin Schrödinger, tous les deux ont écrit des livres sur ce qui s'est passé au cours de leur vie, la partie et le tout, le monde de la physique atomique. Et Ernst Schrödinger, physique quantique et représentation du monde, donc c'était deux grands personnages avec tout un tas de caractéristiques très incroyables. Voilà, la mécanique matricielle d'Eisenberg en 1925 et la mécanique ondulatoire de Schrödinger en 1926. On voit ce fameux chat sur ce livre.
Donc la mécanique matricielle d'Eisenberg et de Born-Jordan en 1925. Donc la mécanique matricielle est une formulation de la mécanique quantique qui interprète les propriétés physiques des particules comme des matrices évoluant dans le temps. Donc le mathématicien anglais Arthur Coley invente le calcul matriciel en 1858 et on se pose la question à quoi ça va bien servir. Eh bien la physique quantique va s'en accaparer. La mécanique ondulatoire de Schrödinger, publiée en 1926, donc on associait l'idée de Louis de Broglie, hein, on associait à chaque particule un paquet d'ondes, c'est-à-dire un ensemble d'ondes concentrées dans l'espace, en propageant dans celui-ci, et l'équation de propagation de ce paquet d'ondes est la célèbre équation de Schrödinger. Hein, on voit la fonction d'onde de la particule avec sa position petit r, énergie cinétique de la particule, énergie potentielle de la particule. Une particule est ainsi représentée par une fonction d'onde, c'est sigma. Le carré de la fonction d'onde est un point donné, le carré de la fonction en un point donné représente la probabilité de trouver la particule en ce point à l'instant considéré. L'interprétation des fonctions d'onde par Max Born en 1926, oui, lui, Max Born, grand rôle, hein, grand personnage, hein, le carré de la fonction d'onde en un point donné représente la probabilité de trouver la particule. Les ondes ne sont rien d'autre que l'expression probabiliste de la position des particules. Les ondes associées aux particules sont des ondes de probabilité. Petit film sur ce qu'a fait Max Born. La vérification expérimentale de l'idée de de Broglie en 1927. Davidson et Thomson prouvèrent l'exactitude de l'idée de de Broglie en observant la diffraction d'électrons sur une cible polycristalline. Ou un faisceau de rayons X ou d'électrons incidents, cible polycristalline, faisceau de rayons X ou d'électrons diffractés, film photographique. Voilà. Une application de l'interaction entre la matière et les photons, le microscope électronique, donc voir ce petit film sur l'application de la physique quantique sur le microscope électronique. Maintenant, Werner Heisenberg et ses relations d'indétermination, en 1927, très beau roman de Jérôme Ferrari qui s'appelle Le Principe, sur ce principe d'indétermination. Copenhague, Michael Frenn, donc ce très beau, c'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre qui a été jouée d'ailleurs à Paris, sur la rencontre entre Werner Heisenberg et Niels Bohr au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont envahi le Danemark, la femme de Niels Bohr est juive, ils fuiront quelques mois plus tard le Danemark pour aller aux États-Unis. Niels Bohr participera à l'effort atomique américain. Et Werner Heisenberg et lui ont une discussion. Ils n'en ont plus jamais parlé de cette discussion. Ils sont sortis dehors. Il devait y avoir des micros dans la maison de Niels Bohr à Copenhague. Donc Heisenberg a dû dire à Niels Bohr, peut-être, c'est l'hypothèse de cette pièce de théâtre, qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Probablement, viens travailler avec nous, les Allemands, nous allons gagner cette guerre. Et en fait, ils se sont fâchés, je crois, ils se sont terriblement fâchés. Et Niels Bohr, probablement ses relations avec Werner Heisenberg, alors que ça a été son élève lorsqu'il avait 20 ans, Werner Heisenberg, ne seront plus du tout comme avant. Donc Heisenberg avait écrit dans la partie le tout, il a écrit autour de pas cette histoire. En fait, Michael Frenn imagine ce qui a pu se passer lors de cette rencontre, mais ça a dû être très houleux. Voilà. Donc les relations de détermination en 1927, donc les discussions entre Heisenberg et Einstein, bien sûr, à chaque fois, Albert Einstein était là pour écouter et répondre aux interrogations de ces jeunes gens. Dans le présent article, on donnera en premier lieu une définition exacte des termes position, vitesse, énergie, etc. d'un électron par exemple, qui conservent leur validité même en mécanique quantique, et on montrera que des grandeurs canoniquement conjuguées ne peuvent être simultanément déterminées qu'avec une incertitude caractéristique. Cette indétermination est le fondement dans la réalité physique de l'apparition de relations statistiques en mécanique quantique. Sa formulation mathématique est donnée par la théorie de Dirac-Jordan. À partir des principes ainsi obtenus, on montrera comment les processus macroscopiques peuvent être compris à partir de la mécanique quantique. Afin d'illustrer cette théorie, on discutera de quelques expériences de pensée particulières. Donc voilà, si vous prenez la position et la quantité de mouvement, eh bien, les produits des incertitudes affectant la position et le mouvement d'une particule doit être inférieur à une certaine valeur qui n'est autre que la constante de Planck. Certains couples de grandeur en interaction constante, comme vitesse-position ou temps-énergie, ne peuvent être déterminés simultanément avec le même degré de précision. C'est les relations d'indétermination de Werner Heisenberg. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de localiser une particule avec précision, ni de déterminer la quantité de mouvement d'une particule. Les deux opérations sont cependant incompatibles. La notion de trajectoire donc perd son sens, ce que je vous disais au début, mécanique vers physique, puisqu'il faut connaître la position et la vitesse, et par conséquent, la quantité de mouvement d'une particule pour déterminer sa trajectoire. On assiste à la remise en cause du déterminisme. Une théorie est déterministe quand elle permet de prévoir l'évolution des systèmes physiques de façon certaine à partir de la donnée de ses conditions initiales.
Dans l'expérience des... Alors, une conséquence de ce principe est qu'il est impossible de construire un appareil qui détermine la position d'une particule sans la perturber, le problème de la mesure. Dans l'expérience des fans de Young, vous vous souvenez, mesurer par quel trou est passé un électron perturbe les électrons au point de détruire les phénomènes d'interférence. Un nouvel aspect apparaît dans les rapports entre l'homme et le monde physique. Pour explorer le monde microscopique, l'homme utilise des outils qui sont comme lui, macroscopiques. Toute tentative d'approcher une vérité du monde microscopique conduit donc inévitablement à une modification de celui-ci. En cherchant à déterminer avec une précision donnée la position d'une particule, nos mesures lui communiquent nécessairement une quantité de mouvement et nous perdons ainsi de la précision sur son éventuelle quantité de mouvement réel. Un petit film dans lequel il y a le dialogue entre Albert Einstein et Niels Bohr, où Einstein ne peut pas accepter cet aspect probabiliste des choses, Dieu ne joue pas au dé, et Niels Bohr qui lui répond: cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais faites de la théorie et on verra après. Ne vous occupez pas de la pratique. Deuxième phase du dialogue entre Bohr et Einstein en 1927. Donc le congrès de Côme, c'est en 1927, Einstein n'est pas là, il ne participe pas. Niels Bohr introduit la notion de complémentarité. Des propriétés sont complémentaires lorsqu'elles concourent à définir entièrement une entité, tout en restant dans des contextes distincts. Les aspects corpusculaires ondulatoires sont de cette nature. Les objets décrits par la mécanique quantique sont du point de vue logique, ondes ou corpuscules, mais aussi ondes et corpuscules. Alors, l'indétermination de Heisenberg, la complémentarité onde et corpuscule, la notion de probabilité de présence de la particule, la perturbation de l'expérience par l'observateur, c'est ce qu'on appelle le concept d'interprétation de Copenhague. Donc Niels Bohr présente, lors de ce congrès, ce qui va constituer une première détermination, une première définition de la physique quantique. On devait se contenter de prédire les résultats des mesures. Vous voyez, quand Albert dit « Dieu ne joue pas au dé », mais pourquoi tu te préoccupes de ça? On prédit des résultats, on observe, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Oui, on verra plus tard. 5e congrès d'octobre 1927, ne pas confondre avec le congrès de Côme, Einstein est présent. Les propriétés de la lumière, c'est le sujet, onde et ou corpuscule. Et là, on voit beaucoup de grands noms de la physique quantique, Planck, Lorentz, Dirac, Pauli, Heisenberg, Bohr, Born, Schrödinger, et bien sûr Einstein au milieu. Ernst Solvay, industriel belge, finance une rencontre entre tous les plus grands physiciens de cette époque travaillant sur les phénomènes quantiques. Et l'apport de Paul Dirac, cet homme quand même incroyable, Paul Dirac qui ne parlait pas. La prédiction de l'antimatière en 1928. Donc cet homme, incroyable, c'est la théorie quantique de l'électron. Donc il a fait un travail remarquable. Donc the new quantum mechanics, when applied to the problem of the structure of the atom with point charge electrons, alors j'ai mis un point mathématique. Donc the idea of an electron with a spin angular momentum of half a quantum and a magnetic moment of a one bar magneton. Donc là, the question remains, reste as to why nature should have chosen this particular model for the electron instead of being satisfied with the point charge. C'est incroyable, quoi. Pourquoi pas un entier, mais une demi, donc c'est très étonnant ce qu'il dit. L'équation de Dirac décrivant l'électron qui permet de prédire le positron, l'antiparticule de l'électron. Et la vérification expérimentale de l'existence de l'antimatière en 1932, donc elle est proposée dans les années 28, dans l'année 1928 par Paul Dirac, et c'est Carl Anderson, un Suédois, qui va observer aux États-Unis, je crois en 1932, la première particule d'antimatière. Le congrès Solvay de 1930 donc poursuit des discussions entre Bohr et Einstein, l'expérience de pensée opposée au principe d'indétermination d'Heisenberg. Qu'est-ce qu'il propose Albert? Eh bien, il propose une expérience de pensée, donc le pendule dans la boîte, excusez-moi. Einstein considère une boîte percée d'un trou T que l'on peut ouvrir ou fermer à l'aide d'un obturateur A, contrôlée par une horloge placée dans la boîte. Celle-ci, fermée contenant un rayonnement, est pesée avec le ressort R, servant de balance au moyen de la graduation G. Puis l'obturateur est ouvert, le temps de laisser sortir un seul photon, la boîte est alors pesée à nouveau. L'on mesurerait ainsi l'énergie du photon et l'instant exact de son passage à travers le trou, ce qui est en contradiction avec le principe d'incertitude. Alors à ce moment-là, Niels Bohr se retirait dans sa chambre et s'y réfléchissait. Ce fut un véritable choc pour Bohr. Il ne vit pas immédiatement la solution. Durant toute la soirée, il fut extrêmement malheureux, allant de l'un à l'autre dans ce congrès pour les convaincre que ce ne pouvait être vrai, que ce serait la fin de la physique si Einstein avait raison, mais il ne put trouver aucune réfutation. Mais le lendemain, ce fut le triomphe de Bohr. Bohr démontre que les mesures de l'énergie et du temps introduisent une indétermination, seul résultant en accord avec le principe d'indétermination.
Oui, c'était ça les débats entre Bohr et Einstein. Donc Einstein dans sa vie, Einstein va... J'ai développé dans un cours sur Albert Einstein sa vie, mais là on le voit, donc prise du pouvoir d'Hitler en 1933, Einstein va subir des discriminations, Einstein arrive à Princeton en 1933, il part aux États-Unis, demandera la nationalité américaine, il y restera jusqu'à sa mort en 1955, il ne remettra plus jamais les pieds en Allemagne. Il va être recruté par l'Institut for Advanced Study de Princeton. Donc il s'attaque à un problème qui n'intéresse personne à l'époque, la recherche d'une solution unifiée au problème de la nature duale, continue et ondulatoire, discrète et corpusculaire du monde. Je vous remercie. Au revoir.